Kenya, la police a annoncé que les assaillants qui ont attaqué l'hôtel du site à Nairobi étaient au nombre de 5, tous abattus durant l'attaque qui a pris fin après un siège de 20 heures d'horloge. Les juges de la CPI ont rejeté ce mercredi la demande du procureur de maintenir l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en détention. Ce rejet intervient au lendemain de son acquittement pour crime contre l'humanité. Et puis au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a appelé au calme ce mercredi après 3 jours de grève contre la hausse des prix du pétrole sévèrement réprimée par la police. Il a promis des réformes fructueuses. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Kenya, on en sait un peu plus sur les assaillants qui ont attaqué l'hôtel du site à Nairobi. La police a annoncé qu'ils étaient au nombre de 5, tous abattus durant l'attaque qui a pris fin après un siège de 20 heures d'horloge. Des précisions à travers ces images. Selon la police kenyane, l'attaque meurtrière contre le bâtiment de l'hôtel Dusit, survenue mardi à Nairobi, a été perpétrée par 5 assaillants au total, qui sont tous morts. L'un était le kamikaze qui s'est fait exploser, 2 ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi et 2 autres ont été abattus mercredi à l'aube. La police a également fait part d'une opération de ratissage du complexe hôtelier durant la journée. Un exercice exécuté par les équipes de démineurs qui avaient pour mission de faire exploser les grenades laissées par les terroristes. Plus de 700 civils ont été évacués du complexe hôtelier durant l'attaque qui a pris fin après un siège de 20 heures d'horloge. Au moins 14 personnes sont mortes selon un bilan officiel provisoire dans cette attaque revendiquée par les islamistes radicaux somaliens Shebab. De son côté, une source à la morgue a indiqué que 15 dépouilles ont été enregistrées, 11 Kenyans, un Américain, un Britannique et 2 personnes dont la nationalité n'a pu être établie dans l'immédiat. D'autres sources policières avaient également fait état d'au moins 15 morts. En bref, les juges de la Cour pénale internationale ont rejeté ce mercredi la demande du procureur de maintenir l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en détention. Ce rejet intervient au lendemain de l'annonce de son acquittement pour crime contre l'humanité. La Chambre a également demandé au greffe d'obtenir les assurances nécessaires auprès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé pour garantir leur retour dans l'éventualité où leur présence à la Cour serait requise dans un futur proche. Les procureurs de la Cour basée à La Haye ont exprimé leur intention de faire appel de l'acquittement retentissant de l'ancien président ivoirien. Il faut dire qu'après l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, les réactions fusent de partout au Cameroun. C'est un sentiment de satisfaction dans l'ensemble. Nous savions que le président Gbagbo avait raison sur tous les plans et nous attendions avec sérénité la décision de la CPI. Et nous sommes heureux du dénouement du verdict à la CPI. Nous pensons tout simplement que le président Gbagbo étant un grand homme, il saura rentrer en Côte d'Ivoire, prendre les mesures nécessaires pour que la paix reste et demeure en Côte d'Ivoire. J'estime tout simplement comme journaliste que la CPI s'est rendue à l'évidence parce qu'en réalité, la condamnation d'un individu émane des faits. J'avais eu l'opportunité de rencontrer M. Gbagbo à son temps, quand il venait de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire et dans le cadre des assises de l'UNESCO. Donc je pense que ça vient apaiser les esprits. Sentiment de satisfaction totale. J'étais dans la certitude de savoir que Laurent Gbagbo, un de ces 4 matins, sera libéré. Parce que ça n'a pas de sens que quelqu'un passe 7 ans et après qu'on dise qu'il n'y a pas de preuves, de libération, machin, ça n'a pas de sens. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a, à travers un tweet, appelé au calme ce mercredi après 3 jours de grève contre la hausse des prix du pétrole, sévèrement réprimée par la police. En tournée à l'étranger, le chef de l'État a promis que ces réformes engagées pour redresser l'économie du pays allaient porter des fruits. Les détails.
Le président Emmerson Mnangagwa a appelé son pays au calme et à la paix ce mercredi, au 3e jour d'une grève durement réprimée contre la hausse des prix du pétrole. Le chef de l'État a, entre autres, promis que ces réformes pour redresser l'économie du pays allaient payer. Le président zimbabwéen en pleine tournée à l'étranger a lancé cet appel sur son compte Twitter. Dans son message, Emmerson Mnangagwa a dit comprendre la colère et la frustration de ses compatriotes. Reconnaissant que redresser l'économie du Zimbabwe est une tâche monumentale, le chef de l'État a cependant assuré être sur le bon chemin. Le Zimbabwe est le théâtre depuis lundi de violentes manifestations contre la forte hausse des prix des carburants à la pompe, décrétée par son gouvernement dans un pays déjà dévasté par une grave crise économique. Les forces de sécurité ont sévèrement réprimé la protestation. Au moins 3 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées et plus de 200 autres interpellations, dont la figure de la société civile, le pasteur Evan Mawarire. En Tunisie, des ONG et un média ont déposé une plainte pour abus de pouvoir contre le président tunisien Bédi Caïd Essebsi. Cette plainte intervient après la grâce accordée à un cadre du parti cofondé par le chef de l'État dans une affaire de corruption remontant à l'avant-révolution. Le président tunisien, sous le coup d'une plainte judiciaire, Bédi Caïd Essebsi, est accusé par les ONG Iwatch et Nawat, ainsi qu'un média tunisien, d'abus de pouvoir après avoir accordé l'amnistie à Borhan Bsaï, un cadre du parti cofondé par le chef de l'État dans une affaire de corruption remontant à l'avant-révolution. Ancien propagandiste du président déchu Zine El Abidine Ben Ali, Borhan Bsaï a rejoint après la révolution le parti Nida Tounes, cofondé en 2012 par l'actuel président Bédi Caïd Essebsi. En octobre dernier, il avait été condamné en appel à 2 ans de prison sur des accusations d'emploi fictif au sein de la société tunisienne d'entreprises de télécommunications Sotetel, sous le régime de Ben Ali. Ce proche du fils du président Hafed Caïd Essebsi, actuel dirigeant de Nida Tounes, a été gracié le mois suivant par le chef de l'État. Premier président élu démocratiquement au suffrage universel en 2014, Bédi Caïd Essebsi est accusé par ses détracteurs de chercher à revenir à une certaine méthode de l'ancien régime, ce dont il s'est toujours défendu. Il a notamment été critiqué pour avoir présenté en 2015 un projet de loi controversé d'amnistie de personnes impliquées dans la corruption sous la dictature. Une version amendée a été adoptée par le Parlement, puis promulguée par le président 2 ans plus tard. Au Niger, les femmes et les jeunes ne veulent plus être un bétail électoral. Ils tiennent désormais à être actifs et surtout impliqués dans la vie politique. La chose apparaît plutôt possible au regard de leur taux de représentativité dans la carte démographique du pays. Cette couche de la population a donné de la voix avec le soutien de l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active. On fait le point avec Abdul Karim Mahamadou. Dans les luttes politiques au Niger, les femmes et les jeunes ont toujours été à l'avant-garde des conquêtes du pouvoir au sein de toutes les formations politiques. Ils sont organisés en structures de femmes ou de jeunes. Mais dès la période électorale finie, ces structures sont reléguées au second rang et, s'agissant des femmes, même la loi sur le quota qui leur confère beaucoup d'avantages semble ne pas être respectée. À 2 ans des élections générales au Niger, l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active mène une campagne de sensibilisation et d'éducation de ces 2 groupes. Les jeunes, bien que représentant 75% de la population, ont été très peu représentés, aussi bien au niveau exécutif qu'au niveau législatif. Aujourd'hui, 29 ans après la conférence nationale, force est de constater qu'il n'y a pas eu de grande avancée dans l'implication des femmes et des jeunes dans la vie politique au Niger. Malgré l'adoption de la loi sur le quota tendant à favoriser l'accès des femmes aux fonctions électives, on constate que beaucoup reste encore à faire. Depuis la conférence nationale souveraine de 1991 au Niger, seules 2 femmes dirigent des partis politiques sur près de 150 que compte le pays. Une seule s'est portée candidate à la présidentielle en 2011. Son parti est jeune et regroupe en son sein autant de femmes que d'hommes. Je connais l'importance de la participation et de l'implication des femmes dans la politique,
dans la vie de tous les jours, mais également dans la décision politique. C'est grâce à sa présence et à sa participation, à une bonne implication de la femme qu'on peut faire basculer, qu'on peut faire améliorer l'indice de développement humain dans notre pays. Donc j'en ai une claire conscience. C'est pour ça que c'est la majorité donc, des militants de mon parti. Aujourd'hui, de nombreux observateurs s'accordent à dire que les mentalités ont évolué au sein des partis politiques. Les militants, particulièrement les jeunes, le reconnaissent car ils sont de plus en plus promus à des postes de responsabilité. Amen, ce sont les jeunes en tout cas qui ont la voix. Ça, c'est connu de tout le monde. Nous avons déjà un leader aujourd'hui qui fait partie des jeunes, qui a beaucoup fait également pour la jeunesse. La femme également, c'est... À chaque fois qu'on parle de jeunes également, il faudrait qu'il y ait un peu de femmes aux côtés. Donc, pour vous dire concrètement, Amen, la femme, les jeunes, en tout cas, occupent une place de choix. Le pouvoir aux jeunes et aux femmes, c'est désormais le mot d'ordre de la nouvelle génération qui semble dire qu'il est grand temps à la vieille garde, notamment la classe politique post-conférence nationale, que l'avenir du pays est désormais son affaire. L'enquête sur l'assassinat de l'ancien chef des renseignements rwandais Patrick Karegeya a débuté ce mercredi au tribunal de première instance de Randburg en Afrique du Sud et doit durer 16 jours. En prélude, la famille du chef espion tué en exil a tenu un point de presse à Johannesburg. Voici le reportage. C'est le tribunal de première instance de Randburg qui connaîtra du dossier du meurtre de Patrick Karegeya. L'enquête qui débute ce 16 janvier pour une durée de 16 jours donne de l'espoir aux proches du chef espion rwandais assassiné en exil qui ne cesse de réclamer justice. Cela fait 5 ans, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais nous sommes ici et nous sommes très optimistes et nous avons bon espoir que nous obtiendrons justice. Et nous ne nous reposerons pas, nous continuerons à pousser. Donc même si le verdict est rendu et que ce n'est pas ce que nous voulons entendre. Oui, il y aura des témoins et l'accusation le 1er novembre. L'année dernière, ils ont dit qu'ils avaient plus de 30 témoins à comparaître. Donc oui, il y aura des témoins qui comparaîtront devant le tribunal. Pour la petite histoire, Patrick Karegeya a été retrouvé étranglé en 2014 dans un hôtel de luxe de Johannesburg où il vivait en exil. Karegeya a dirigé le renseignement extérieur rwandais pendant près d'une décennie avant de sérieux désaccords avec le président Paul Kagame au pouvoir depuis le génocide de 1994. En 2007, il s'est exilé en Afrique du Sud, d'où il critiquait Kagame, l'accusant d'être un dictateur et de faire assassiner ses opposants réfugiés à l'étranger. Les partisans de Karegeya ont accusé le gouvernement rwandais d'être derrière son assassinat. Un autre opposant de Kagame, l'ancien général Kayumba Nyamwasa et ancien chef d'état-major, lui aussi en exil en Afrique du Sud, a survécu à 2 tentatives d'assassinat en juin 2010. Selon Pretoria, il s'est agi d'attaques menées par des agents étrangers. Hors du continent africain, le président brésilien Jair Bolsonaro a décrété l'assouplissement des lois brésiliennes sur les armes à feu dans le cadre d'un programme de maintien de l'ordre. Ceci au risque d'augmenter la violence au Brésil, l'un des pays les plus dangereux au monde. Reportage. Jair Bolsonaro a tenu sa promesse de campagne sur les armes à feu. Malgré le risque d'une hausse de violence au Brésil, déjà connu pour être l'un des pays les plus dangereux au monde, le président d'extrême droite du Brésil a assoupli les règles de la détention d'armes à feu. Une façon pour le chef d'État d'assurer le droit à la légitime défense de chaque citoyen brésilien. Ce que nous faisons ici, c'est juste pour rétablir un droit défendu par le référendum de 2005, alors que malheureusement le gouvernement de l'époque cherchait par décret des moyens de nier ce droit. Les gens ont décidé d'acheter des armes et des munitions et nous ne pouvons nier que les gens voulaient faire valoir leurs droits à l'époque. Une décision soutenue et défendue par les propriétaires d'armes à feu. Je trouve que ce décret est une bonne idée parce que j'ai moi-même été victime d'un vol il y a une semaine. J'ai un commerce. Les voyous ont mis une arme sur ma tête et je n'ai pas pu me défendre. Donc, je suis d'accord. Ce décret assouplit le statut du désarmement de 2003 qui dressait de nombreuses barrières administratives à la détention d'armes.
Les candidats à la détention d'une arme à feu ne devront plus justifier d'un besoin subjectif de se défendre en faisant par exemple état de menace spécifique. Loin de faire l'unanimité dans la population, cet argument est contesté par des ONG ainsi que par des spécialistes de questions de sécurité. Un sondage fin décembre de l'Institut Datafola montrait que 61% des Brésiliens étaient opposés à la détention d'armes par la population contre 55% au moment de la précédente enquête de ce type en octobre. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.